pour vous parler, pour vous parler des résultats de recherche du projet dont Michel vous a parlé. Donc, c'est un projet sur les trajectoires addictives et les trajectoires de service des personnes toxicomanes. Donc, je tiens à souligner qu'on est plusieurs à participer à ce projet-là. Karine et moi avons dirigé ce projet-là, mais il y a plusieurs personnes qui participent. Et pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, je veux adresser un merci particulier à Catherine Patnaud, qui est notre caméraman de la journée. Donc, sans plus tarder, je tiens à vous dire que le projet dont on vous parle, comme Michel l'a dit, provient d'un financement plus large. Nous, on est en charge de l'action 1. Et l'action 1, dans le fond, regarde les trajectoires addictives puis les trajectoires de service du point de vue des personnes toxicomanes. Donc, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a en cours actuellement une partie qui s'intéresse plutôt au point de vue des personnes, des prestataires de services sur ces mêmes questions-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Karine qui va vous parler plus de la méthodologie, un petit peu du projet, mais on va concentrer nos efforts au niveau des résultats. Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je voudrais aussi souligner la part de Serge Brochu et Michel Landry, qui sont les co-directeurs de cette ARE, qui nous ont invités à diriger, si on veut, cet axe 1. Alors, comme le disait Natacha, au cœur de ce grand projet-là était d'analyser l'arrimage, dans le fond, des trajectoires addictives et des trajectoires de service de différents points de vue. L'axe 1, c'est vraiment l'attention au point de vue de l'usager lui-même. Donc, on s'est intéressé à leur expérience, à leur point de vue opinion au cours de leur trajectoire de consommation psychotrope et leur expérience aussi dans les services pour pouvoir identifier, comprendre, connaître, si on veut, leur perception par rapport à leur consommation psychotrope et l'évolution surtout de cette consommation-là. Et aussi, on parle des besoins de service, non seulement leur expérience dans les services, mais parfois aussi leurs besoins d'aide quand leurs besoins ont pu être répondus et parfois moins bien répondus. Et puis justement, leur évaluation des services lorsqu'ils se sont retrouvés effectivement à les utiliser. Vous m'entendez bien? Ça va? OK. Alors, pour ce faire, on est allé rencontrer des gens dans deux régions. D'abord, on a choisi la région de Montréal, qui est un milieu urbain, et puis aussi la région Mauricie, centre du Québec, pour avoir une diversité de milieux, puisque les contextes, évidemment, peuvent influencer dans le fond l'expérience. Alors, la Mauricie, centre du Québec, qui est un milieu qu'on pourrait qualifier de semi-urbain, avec des zones aussi un petit peu plus de type région, si on veut. Je vais dire semi-rural, hein? C'est ça. J'ai travaillé dans Rémi Mauricie, centre du Québec, c'était un running gag un petit peu. Donc, vous devinez qu'elle est en charge de la partie Montréal et moi de la partie Mauricie. C'est ça. Alors, quand j'ai dit à l'intervenante que j'allais au village de Drummondville, ça n'a vraiment pas bien parti mon expérience d'intégration, mais ensuite, maintenant, je suis très adaptée. Presque. Alors, on est ensuite allé recruter des participants dans 3 portes d'entrée et qui avaient aussi une logique conceptuelle, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à recruter ces gens-là au moment où ils rentrent, si on veut, dans les services, ou du moins où on les invite à rentrer dans les services, c'est-à-dire des portes d'entrée où ils vont être détectés puis référés vers un service spécialisé en toxicomanie. On voulait aussi s'inspirer de l'offre de services planifiée ou actualisée finalement au Québec. Donc, on a été recruter des gens au niveau de l'urgence où il y a des corridors de services qui existent, évidemment les services de première ligne, les C3S, et puis la porte judiciaire, si on veut, la cour. Aujourd'hui, on se concentre plus précisément sur cette porte d'entrée-là, étant donné bien sûr le thème du colloque. Donc, à la Cour criminelle, c'est la Maison Carignan en Mauricie, centre du Québec, puis le service d'évaluation au tribunal du Centre de l'art Cormier, l'Institut universitaire sur les dépendances, qui ont été des partenaires précieux de recherche, qui, en plus d'aller faire le pont ici pour orienter la clientèle vers les services spécialisés, ont aussi contribué au recrutement de nos participants. Un merci spécial, dans le fond, au centre, parce que nous, donc, on est allé les rencontrer une fois qu'ils acceptaient d'être rencontrés au niveau de la recherche. On a voulu les rencontrer assez rapidement, qu'ils acceptent ou non la référence vers des services spécialisés. Mais bien souvent, ils acceptaient et donc, on avait besoin de la collaboration des ressources internes de traitement. Donc, on a la maison, le centre La Volée, du côté de Londres, Toxico Gîte et Cara, notamment, qui ont souvent ouvert leurs portes pour qu'on puisse non seulement rejoindre, mais même rencontrer les participants. En termes de population à l'étude d'échantillons, alors notre échantillon, c'est 55 participants qui ont été recrutés à la Cour, soit à Montréal ou à Mauricie. Et ce sont donc des adultes qui ont été détectés comme ayant une consommation problématique de substances psychotropes. En moyenne, ils avaient 34 ans.
3/4 des hommes, ce qui ressemble à peu près à la proportion d'hommes qu'on retrouve dans nos ressources spécialisées en toxicomanie. Le tiers en couple, qui peut ressembler à peu près aussi à ce qu'on retrouve dans nos populations cliniques. La scolarité, peut-être un petit peu plus, moins de scolarité, je dirais, en moyenne. Donc, vraiment très largement primaire, secondaire, on parle de 93 %. Le revenu annuel, 58 % qui gagnent moins de 20 000 $. Donc, on a parlé tantôt de l'aspect de l'emploi comme un enjeu majeur de réadaptation, mais ça se traduit aussi dans ce profil-là. 58 % qui ont des enfants. On a donc rencontré ces gens-là avec un entretien en profondeur, un entretien semi-directif, avec une grille inspirée des questions de recherche, mais aussi où on pouvait aller faire émerger du contenu à partir de l'expérience du participant. On s'est centré sur leur trajectoire de consommation de psychotropes et leur trajectoire d'utilisation de services. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est allé les revoir un an après pour voir un petit peu comment ça se passait de leur côté, puis réaborder ces thèmes-là plus en profondeur et avoir une idée de leur parcours. Alors voilà, vous voyez comment ça me résume bien ici. J'oubliais ces petits... Alors au niveau de l'analyse, la perspective qu'on adopte est une perspective phénoménologique. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on s'est vraiment centré sur l'expérience personnelle du participant plutôt que de cadrer. Dès le départ, on n'a pas nécessairement choisi de modèle théorique pour aller voir, on n'avait pas d'a priori, mais on avait nécessairement des a priori qu'on a tenté de mettre entre parenthèses pour vraiment se centrer sur cette expérience-là avec la lunette très personnelle du participant. Par la suite, on va faire un exercice pour un petit peu comprendre, faire du sens à partir des modèles qu'on a, mais on ne voulait pas partir d'a priori, mais bien se centrer sur la lunette, l'interprétation personnelle du participant lui-même. Donc, on a fait une analyse de contenu thématique avec une grille mixte, au sens où c'était inspiré, bien sûr, des questions de recherche, mais où est-ce que la plupart des thèmes plus spécifiques émergeaient du contenu de l'expérience du participant. Et puis, on a fait des analyses pour contraster aussi les différences entre les portes d'entrée. Aujourd'hui, on va parfois relever des expériences plus spécifiques aux gens dans le fond, de la clientèle judiciarisée qu'on a rencontrée par rapport aux gens qui ont pu être détectés à l'urgence ou en première ligne. Oui, j'ajouterais qu'on va le souligner quand c'est vraiment spécifique aux gens de la Cour, mais sachez que la majorité des choses dont on va discuter ne sont pas nécessairement spécifiques aux gens de la Cour. Donc, c'est ressorti aussi chez les gens qui ont été recrutés par d'autres portes d'entrée. Oui, effectivement. Dans le fond, l'ensemble de leur processus est très similaire, mais il y a des enjeux particuliers par rapport au contexte, notamment de référence, qu'on va relever. Donc, en fait, les résultats, justement, dont vous parlez, Natacha, donc porte spécifiquement sur cette expérience-là des 55 participants. Vous voyez un peu, on s'est centré sur les thèmes qui nous apparaissent les plus pertinents, qui sont 7 thèmes. Donc, les difficultés, les obstacles aux changements qui peuvent être liés au contexte judiciaire, mais aussi comment le contexte judiciaire peut être un levier de changement. Les enjeux entourant toute la question de l'engagement, les impacts des services, est-ce que ça donne quelque chose finalement, même s'ils sont sous contrainte au départ. Puis les raisons qui les amènent à arrêter le traitement. Puis finalement, moi, je vais aborder les enjeux de collaboration entre les différents acteurs du réseau qui gravitent autour de ces participants-là. Alors, je vais commencer avec les difficultés ou les obstacles au changement en contexte judiciaire. Donc, les participants nous ont dit à ce sujet-là. Donc, si on regarde plutôt du point de vue spécifique de l'incarcération, les participants nous disent que ça peut aggraver leur criminalité, mais aussi leur consommation. Donc, ils nous ont parlé de la fameuse expression pour les criminologues ici de l'école du crime, donc du fait que l'incarcération, la détention leur a permis d'acquérir des connaissances criminelles plus élaborées dans certains cas. Aussi, ils nous ont parlé du fait qu'ils ont peu de services en détention, ils n'ont pas beaucoup de soutien pour contrôler leurs envies de consommer. Et ce qu'ils souhaitent ardemment, le plus tôt possible à leur sortie, c'est de retourner consommer. Okay? Donc, quand ce n'est pas travaillé dans le cadre de la détention, c'est comme un automatisme pour plusieurs d'entre eux de vouloir rattraper le temps perdu. C'est l'expression qu'ils nous ont dit. Certains nous disent qu'il y a un certain accès aux substances en détention. Chantal a d'ailleurs fait une étude là-dessus dans sa thèse de doctorat. Donc, on le sait, il y a de la drogue en dedans. Ce que les personnes toxicomanes nous ont dit, c'est que c'est difficile d'être abstinent en dedans à cause du contexte judiciaire, du stress que ça
ça leur occasionne et des envies de consommer, des cravings qu'ils vivent lorsqu'ils sont en détention. Donc, l'accessibilité aux substances, comme je disais aussi. Le milieu criminel comme tel, la délinquance comme telle, ce qu'ils nous ont dit à ce sujet-là, notamment, c'est que... Pardon? Parce que c'est... Ça fonctionne. Plus proche, ça va mieux. Ça va mieux quand je parle plus proche. Ah, oui. C'est ça, je sais. OK. Je prévoyais avoir quelques problèmes de micro. Ah, là, c'est beau le mien, ça tombe. Non, ça m'a pas du tout donc, ce qu'ils nous ont dit, entre autres, ils nous ont parlé beaucoup de la vente de drogue, comme étant vraiment, en particulier, un délit qui fait en sorte que c'est difficile de renoncer au profit, c'est difficile de renoncer aux revenus importants que ça leur amène. Donc, pour eux, ils continuent souvent, même quand ils cessent de consommer ou qu'ils diminuent leur consommation, ils continuent de s'impliquer là-dedans. Et ce qui nous explique, c'est le milieu du trafic de drogue les incite, leur procure plus d'opportunités de consommation. Et donc, c'est un plus grand accès aux produits, évidemment. Il nous parle d'un cercle vicieux. Donc, ça, on a déjà documenté ça avec Serge, à la fois chez les adultes et les jeunes, l'espèce de cercle vicieux ou de renforcement mutuel entre la consommation puis la vente de drogue qui peut y avoir. Donc, ça, il nous en parle. Et également, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, c'est très stressant le contexte judiciaire. Tantôt, on parlait du fait que tant qu'ils n'ont pas eu leur sentence, parfois c'est plus stressant. Donc, le fait de vivre des problèmes, on sait très bien que plusieurs vont développer une dépendance, vont se mettre à consommer de façon beaucoup plus régulière au moment où ils vivent beaucoup de problèmes, puis ils vont consommer pour oublier ces problèmes-là. Il ne faut pas oublier que les problèmes judiciaires font partie des problèmes qu'ils veulent oublier à travers la consommation. Donc, les pressions judiciaires vécues, évidemment, ils nous disent que, on va y revenir, on en a parlé tantôt, bien souvent, ça fait en sorte qu'ils ne s'engagent pas vraiment dans un processus de changement parce qu'ils veulent sauver du temps, éviter des conséquences négatives, etc. Donc, ils nous ont parlé de ça, évidemment. Et ils nous ont parlé aussi des services puis des intervenants judiciaires. Ils nous ont dit à quel point c'est difficile de développer un lien de confiance. Et là, ici, c'est l'agent de probation qui est particulièrement visé. Donc, on peut dire, selon les extraits qu'on a vus d'entrevue, qu'ils sont largement en défaveur du rôle de l'agent de probation, dans le sens où ils remettent en question l'écoute de ces gens-là. Et aussi, ils nous disent qu'ils passent très peu de temps en rencontre avec ces gens-là, puis les rencontres sont précipitées, il n'y a pas beaucoup d'écoute, ils sont irrités par rapport à ça, mais ils sentent aussi que l'agent de probation est plus comme ils disent le mot traite, dans le sens où s'ils se confient à eux, c'est l'extrait qui est ici d'ailleurs, s'ils se confient à eux, ça va se retourner contre eux. Donc, dans le fond, toutes des choses qu'on sait ici, les gens qui sont présents. Donc, le contexte judiciaire comme levier de changement et d'accès aux ressources. Bastien en a parlé, Chantal en a parlé. Les participants comme tels nous le disent, effectivement, que le contexte judiciaire, c'est une occasion de référence vers des services en toxicomanie, que c'est l'élément déclencheur d'une demande d'aide. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose, là, la référence, la demande d'aide. Et aussi qu'il y a des impacts positifs des mesures pénales, de la référence et de la demande d'aide via le système judiciaire. Donc, on va parler du positif encore. On va essayer de ne pas trop tabler sur le négatif, mais évidemment, on est ici pour parler du vécu des gens et à la fois les deux. On en a parlé ce matin. Quand on parle de la référence, les participants nous parlent des juges, mais aussi des avocats. Les avocats de la défense ont une place importante dans le discours des répondants. Donc, nous disent que c'est souvent leur avocat de la défense qui leur propose ou qui leur conseille d'aller en thérapie, qui font des références, parfois même concrètement, font des démarches pour eux ou avec eux vers les centres. C'est important que vous sachiez que les gens de la cour dans notre échantillon
comparativement aux gens des CSS puis aux gens aussi d'urgence hospitalière, sont ceux qui n'en étaient pas à leur première référence. Le plus souvent, on va voir qu'ils n'étaient pas non plus à leur première demande d'aide et c'est ceux qui ont utilisé le plus de services. Donc, je vais un petit peu au-devant. Quand on parle de vécu entourant les références, donc on parle de l'acte relativement simple de dire je te propose, je te suggère, je te donne la carte ou le feuillet de telle ressource. Donc, c'est une première étape dans le système qu'on va souvent associer à une démarche de première ligne dans le réseau de la santé et services sociaux. Donc, il y a un vécu qui est autour de ça, que ce soit ici au niveau des références actuelles ou passées, parce qu'on ne les a pas simplement interrogées sur l'épisode actuel, mais aussi on est retourné 5 ans en arrière. Donc, le vécu négatif, il y a à peu près la moitié des participants qui nous en ont parlé. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous parlent de sentiments de honte. Ils nous parlent aussi de s'être senti jugé, d'avoir eu de la difficulté avec la confrontation, d'avoir été stressé. Tantôt, on parlait d'avoir peur des conséquences, surtout quand on est plus en amont du processus. Donc, certains nous disent qu'ils n'ont pas reçu suffisamment d'informations sur les ressources au moment de la référence. Donc, mais ce qui est vraiment important de retenir, je vais revenir souvent là-dessus dans la présentation, c'est que le vécu négatif est associé aux premières références. On va voir que, je viens de vous le dire, là, ils ont utilisé plusieurs services. Donc, ils n'ont pas eu une seule référence. Quand ils parlent de vécu négatif, c'est beaucoup associé aux premières références. Natacha, c'est vraiment majeur que tu gardes le micro dans ta bouche parce qu'on entend. OK. La demande d'aide. Bon, là, je fais un aparté pour dire que quand il y a une référence, ça donne lieu soit à une demande d'aide non volontaire, soit aussi à une demande d'aide volontaire. Je pense que ça a été abordé. Ils ne se font pas tous tordre un bras pour aller en thérapie, puis ça existe, ce scénario-là, où ils vont volontairement. Ici, on est plutôt en train de parler de l'aspect demande d'aide, mais sachez qu'il y en a parmi eux qui ont fait des demandes d'aide, pas au moment nécessairement où on les a rencontrés, mais dans le passé, volontairement, sans qu'il y ait eu une référence. Ça existe aussi même chez cette clientèle-là. Okay? Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, les demandes d'aide, ici on a l'exemple de Alexis qui demande lui-même à son avocat d'aller en thérapie. Donc, ça peut aller dans les deux sens, finalement. L'entrée dans les services, on peut dire. Quand on parle des demandes d'aide comme telles, les perceptions ou le vécu, ce qui nous parle, c'est d'un sentiment de soulagement, de libération, lorsqu'ils font leur demande d'aide, le contexte entourant la demande d'aide comme telle. Ils nous parlent d'un grand sentiment de satisfaction par rapport au processus de demande d'aide. Ils ont senti que c'était facile, fluide, souvent rapide, pas toujours, évidemment, et ils trouvent que c'est un avantage majeur d'arriver à mieux connaître les ressources spécialisées. Au niveau du sentiment d'insatisfaction dont ils nous parlent, c'est majoritairement dû, tantôt je disais pas toujours, un accès facile ou rapide, c'est au niveau de l'accès. Ce qui nous parle, c'est des conditions d'admission qui sont parfois imposées, qui sont des fois moins adéquates pour leur situation, aux difficultés d'accéder à un professionnel. Ça revient, puis je me souviens que dans une étude avec les jeunes en centre jeunesse, les jeunes toxicomanes en centre jeunesse, c'était ressorti aussi. Ce désir-là d'accéder, par exemple, à un psychologue, au service d'un psychologue. Donc, il décrit beaucoup cet aspect-là de pouvoir difficilement accéder à certains professionnels. Il nous parle de lourdeur administrative. Ça aussi, je ne pense pas que ça va vous étonner. Les résultats des demandes d'aide. Donc, on est heureux de constater qu'ils nous disent qu'en forte majorité, ils ont eu accès aux services qu'ils ont demandés, puis que ces services-là étaient majoritairement en lien avec la consommation. Ce qui est important de dire, c'est qu'on ne s'est pas juste intéressé aux services en lien avec la consommation, mais pour la présentation, on a essayé de se centrer là-dessus. On aurait beaucoup d'autres choses à vous raconter. Les impacts positifs, maintenant,
des mesures pénales, de la référence, de la demande d'aide via le système judiciaire. Donc, selon les participants, ça a amené une diminution et un arrêt de la consommation dans certains cas. Donc, le fait d'avoir été privé de sa liberté ou d'avoir des conditions de probation, ça les a amenés à une forme d'arrêt d'agir et ils mentionnent qu'effectivement, ils ont cessé ou diminué, du moins pendant ces périodes-là, leur consommation. Donc, la mesure pénale a eu un impact positif sur leur consommation et aussi sur leur prise de conscience par rapport aux difficultés qu'ils vivent, aux conséquences de leur consommation. Donc, ils nous disent ça également. Et ce qu'ils nous disent, c'est que s'ils n'étaient pas entrés dans les services via le système judiciaire, souvent, ils n'y seraient pas allés. Okay? Donc, ça, c'est important aussi qu'on retienne ça, que ça a une utilité, ces démarches-là, ce processus-là. Évidemment, c'est un peu ça le but, un plus grand accès aux ressources et aussi un engagement dans le traitement. On l'a dit tantôt, c'est pas tout d'aller en traitement, mais s'engager dans un traitement, et là ici on aborde la question de la motivation, c'est pas évident. Donc ce qu'ils nous disent en gros, c'est que c'est vrai qu'en général au début, ils voulaient sauver du temps, ils voulaient éviter d'aller en détention, mais qu'ils nous disent concrètement que ça a beaucoup évolué durant la thérapie, cette motivation-là a changé. Donc, ils le disent. Et donc, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, la motivation, ça se travaille. C'est pas parce que quelqu'un est réfractaire au changement, la première fois qu'on le voit, qu'on n'est pas capable de l'amener tranquillement à vouloir changer. Aussi, ce que je pense qui est important que je vous dise, c'est que la très grande majorité des gens de la Cour, parmi nos participants, ont donné suite à la référence, ont fait une demande d'aide suite à la référence. Donc, ce n'est pas resté à une référence tout simplement. Parce qu'on sait que ça existe aussi. L'engagement dans le traitement, on l'a dit, au début, c'est plus pour des raisons stratégiques ou par obligation, pour les gens de cette porte d'entrée, si on peut dire. Mais il y en a que c'est vraiment pour réduire leur consommation puis pour changer de style de vie également. Donc, il y en a parmi eux qui le souhaitent. Il y en a qui vont dans les thérapies aussi parce qu'ils souhaitent régler des problèmes de santé et qui savent qu'ils vont avoir accès à des services de santé au cours de la thérapie. Puis, il y en a qui veulent vraiment, dans le fond, aller dans le sens de la pression extérieure, si je peux dire, quand ça vient d'un membre de l'entourage, de la femme, des enfants, etc. Mais il y en a qui souhaitent vraiment pouvoir, dans le fond, pas faire plaisir à leur entourage, mais aussi rétablir le lien de confiance avec leur entourage et rétablir un contact parfois qui n'est plus là. Donc, il y en a qui s'engagent vraiment dans la thérapie pour recréer des liens familiaux. Les raisons du non-engagement dans la thérapie. Évidemment, on en a parlé. C'est sûr qu'il y en a qui nous disent qu'ils n'ont pas de problème, qui considéraient qu'il n'y avait pas de problème, puis c'est pour ça qu'ils ne se sont pas engagés, surtout les premières fois qu'ils sont allés en thérapie. Okay? Donc, effectivement, c'est pas facile. Vous les avez dans vos bureaux, ces personnes-là, puis souvent, les premières fois, ils n'ont pas vraiment envie de changer. Il y en a qui nous disent que le traitement qui leur est proposé ne leur convient pas nécessairement. Les groupes de soutien sont souvent nommés comme étant peut-être moins souhaités. C'est un des exemples. L'incarcération. Plusieurs nous disent que les services sont très déficitaires dans le cadre de la détention. Donc, c'est difficile pour eux de vouloir vraiment s'engager dans un processus de thérapie dans ce contexte-là. Ils nous parlent des modalités d'accès, on en a parlé tantôt, c'est-à-dire les délais, parfois la condition médicale qu'on exige pour certaines thérapies. Et ils nous parlent des programmes d'aide aux employés aussi. Ils nous disent parfois c'est le nombre de séances qui va limiter mon engagement dans une thérapie. Donc je pense tantôt c'est une des voies qu'on peut investiguer plus quand on parle de l'employabilité. Quand on parle aussi du fait que c'est plus en début de processus qu'on peut avoir un meilleur levier de changement.
je pense qu'on peut plus aller dans ce sens-là. Également, il y en a qui nous disent qu'au moment, puis je pense que c'est Chantal qui le dit, ou peut-être Jean-Marc, je ne sais plus, mais dans le fond, il y en a qui nous disent qu'après la référence, ils ont déjà amorcé une période d'abstinence. Fait qu'ils se sont sentis moins interpellés par la thérapie. Donc, la référence puis l'évaluation, comme Chantal le disait, souvent, c'est en soi, c'est suffisant. C'est suffisant pour amorcer un changement. Certains nous ont parlé des coûts associés à certains thérapeutes. Tantôt, on a parlé des impacts du système judiciaire, dans le fond, du fait d'être en probation ou incarcéré, par exemple, sur la consommation. Maintenant, on parle des impacts des services de la toxicomanie sur la consommation. On est très heureux de savoir qu'il y a une diminution de la consommation ou un arrêt dont les personnes nous parlent. Souvent, c'est un arrêt temporaire, mais quand même, c'est ça de gagner. Donc, certains nous disent qu'il y a une absence d'impact des premiers services qu'ils ont reçus. Okay? Toujours ramener ça au premier service. Et il y en a qui nous parlent que parfois, dans le cadre des thérapies, ils ont des cravings importants. Donc, certains nous parlent des groupes de soutien, parfois ça leur donne envie de consommer. Certains nous disent, on reconnaît que les actions de réduction des méfaits, c'est meilleur pour notre santé, mais parfois, quand on distribue du matériel de consommation, ça me donne envie de consommer. Donc, ils sont quand même honnêtes pour dire, ça a du bon, mais ça a aussi des impacts sur mes cravings. Sur la santé physique, là, je passe vite là-dessus, mais ils nous disent qu'évidemment, le temps qu'ils sont en thérapie, ben, ils ont une meilleure hygiène et aussi des meilleure santé. Meilleure santé psychologique. Oui. Meilleure santé psychologique. Ils nous parlent du réseau social. Tantôt, on parlait de l'aspect social des choses. Ils nous disent vraiment que ça les aide à rétablir des relations avec des proches. Ça les aide à s'éloigner du réseau de consommation. Puis, aussi que le traitement les amène à rencontrer des pairs qui vont être significatifs dans leur vie. Donc, ils nous parlent de ça. Et enfin, avant de passer la parole à Karine, je vais juste dire que ça répond à d'autres besoins, évidemment, d'aller en thérapie, parce qu'en intervention en toxicomanie, on réfère aussi les clients vers des ressources au niveau de la santé, par exemple, de la santé psychologique. Donc, ça les aide pas juste au niveau de la toxicomanie. Et peut-être le point le plus important ici, c'est qu'ils nous disent que même si les premières fois, il y avait moins d'impact, il y a un effet cumulatif, dans le fond, des traitements. Donc, ils considèrent qu'ils sont allés chercher des outils à chaque fois. Puis ici, on a un exemple d'Alexandre qui nous dit que s'il n'avait pas été à tel centre une première fois, il n'aurait pas demandé des services au centre où il est actuellement, puis il considère que ça répond beaucoup mieux à ses besoins où est-ce qu'il est rendu dans sa trajectoire. Donc, il y a un effet cumulatif des services. L'absence d'impact, on va essayer de rester sur le positif. L'arrêt du traitement, il arrête les normes, les règlements. Les modalités de traitement. Donc, certains, comme je vous l'ai dit, sont moins intéressés par les groupes de soutien. Ils nous ont parlé des intervenants, parfois, pour nous dire que quand ils arrêtaient volontairement le traitement, il y avait des questions de jugement de valeur, parfois, qu'ils percevaient. Mais le plus important, je pense que je veux mentionner, c'est que c'est les gens de la Cour qui nous ont vraiment le plus parlé des impacts négatifs du roulement de personnel. Donc, ils nous disent on a de la difficulté à créer des liens de confiance. Quand on change d'intervenant, on n'a plus envie de raconter notre histoire. On n'a plus envie de recréer un lien de confiance. Donc, c'est beaucoup plus ressorti chez les gens de la Cour que chez les gens des CSS et des urgences. Un autre élément, peut-être avant de conclure, qui est le dernier élément, en fait, qui est ressorti de façon intéressante. Vous m'entendez? OK. Alors, c'est toute la question de la collaboration. Ils ont tellement d'intervenants en même temps dans leur vie à certains moments qu'on s'est particulièrement intéressé à leur expérience, comment ils vivent, comment ils perçoivent. Il y a différentes facettes à cette collaboration-là. Je n'élaborerai pas sur chacune, mais ça part de la simple référence sans aucune forme de soutien à une référence avec soutien, des fois avec un accompagnement très concret et même un véritable travail d'équipe. Pardon. Alors,
Ce qui est important de souligner par rapport à cette détection-là puis cette référence-là vers les services spécialisés, c'est qu'il y a deux intervenants qui sont sortis du lot comme des personnes qui ont un rôle clé dans leur expérience. C'est l'avocat. L'avocat qui est vraiment perçu comme quelqu'un qui est soutenant, qui va les aider à avoir accès à une ressource. Lorsqu'il n'y a pas de place à un endroit, va se trouver c'est à quel endroit. Il y a parfois des obstacles du point de vue financier. Ils peuvent appeler la ressource, l'aide sociale. Donc, c'est vraiment vu comme une ressource très importante et significative pour eux dans ce cheminement-là. Et aussi l'agent de liaison qui provient du centre de traitement qui va se déplacer pour aller à leur rencontre. C'est très rassurant pour eux. Tout ce processus-là, ce travail d'équipe-là est vécu comme des éléments qui sont très positifs, où ils sentent que malgré toutes les pressions du système judiciaire, il y a comme là un élément où ils se sentent soutenus, encouragés, où ils vont vivre un certain espoir de peut-être s'en aller vers une autre direction. C'est donc largement vécu comme un avantage, cette collaboration-là, pour la majorité des personnes judiciarisées. On dit, bien, ça me permet d'avoir plus rapidement accès aux services. La collaboration va rassurer aussi, encourager, sentir qu'on est impliqué dans les décisions, c'est un élément important qui est ressorti également. Peut-être aussi la qualité des services reçus, le fait d'avoir plusieurs experts spécialistes autour de nous, ça suscite l'espoir qu'on va avoir des services de bonne qualité et qu'on devrait réussir à s'en sortir. C'est des éléments qui sont traduits dans leur expérience. Il y a quand même certains désavantages de la collaboration qui sont exprimés parfois. Quand on a tout plein de rendez-vous à respecter, alors que déjà peut-être la réinsertion socio-professionnelle peut être difficile, ça peut être tout un casse-tête et on leur exige parfois beaucoup au plan organisationnel qu'on tend à négliger, puis ça, ils nous l'ont nommé. La confusion, la méfiance, avoir à répéter plusieurs fois des vécus qui peuvent être douloureux, ça c'est un élément important. Puis des fois, une certaine confusion sur qui a quel rôle, ça devient parfois difficile à s'y retrouver. La déception face à la référence, le délai de prise en charge, on a parlé d'accessibilité. Hein. Moi, je veux bien parler, mais il n'y a personne pour m'écouter. Autant, souvent, notamment le corridor de service de la Cour vers les services spécialisés était la plupart du temps très apprécié, d'autant plus quand ils ont accepté. Et puis, en même temps, parfois, ils expriment des besoins, notamment au niveau de la santé physique, médicale et aussi santé mentale. C'est souvent nommé davantage que toxicomanie. Mais aussi, parfois, en toxicomanie, quand il y a des délais, c'est vécu de façon plus frustrante, comme d'ailleurs les gens des autres portes d'entrée. Des fois, cette collaboration-là ne sera pas souhaitée, mais c'est moins dit, on pourrait être surpris que c'est moins dit par les gens judiciarisés, peut-être parce qu'on ne leur demande pas toujours le choix. Souvent, cette collaboration-là va de soi, alors que dans d'autres contextes, on va avoir des formulaires de consentement et tout ça. Certaines personnes peuvent vivre un sentiment d'intrusion. Donc, oui, travailler en équipe, mais en même temps, il peut avoir un sentiment d'avoir une intrusion de plusieurs personnes au même moment dans leur vie, alors qu'ils vivent un moment de grande vulnérabilité parfois. Alors, peut-être pour conclure, dans le fond, à travers tout ça, l'important, moi, qui est peut-être la conclusion à retenir, parce que je pense que j'ai une minute si je ne veux pas trop abuser du temps, c'est que les pressions judiciaires vécues, si on peut le voir comme un moment clé. Un moment clé où est-ce que la personne peut avoir des influences des deux côtés. Pour certaines personnes, à certains moments de leur vie, ça peut les amener à aggraver leur trajectoire de consommation ou même de criminalité. Donc, oui, leur trajectoire de consommation de criminalité peut être aggravée par les pressions, le stress vécu, un certain découragement, un laisser-aller. Mais à l'inverse, ça peut être aussi un moment clé pour tenter d'intervenir, créer une alliance thérapeutique, comme on parlait tantôt. À partir du moment où ils sentent qu'il y a des gens qui les entourent, qui les accompagnent, qui les soutiennent, il y a aussi beaucoup de satisfaction, de l'impression d'avoir des impacts des services reçus. Et ça peut être un levier formidable d'intervention aussi pour les engager dans une trajectoire différente. Alors, je pense que ça, c'est un élément important. L'idée aussi que la motivation est un concept dynamique qui évolue à travers le temps et qu'il y a un cumul d'effets à travers le temps. Donc, même si une référence peut être perçue très négativement à un moment au cours de la trajectoire, bien, souvent, c'est plus loin dans le cours de trajectoire où est-ce que là, ils vont avoir une réaction de plus grande ouverture. Alors, ce serait peut-être les grandes conclusions que j'aimerais que vous reteniez de cet exposé. Merci de votre attention.